Il est très précisément 11h45, alors bonjour et bienvenue tout le monde à cette grande première. Je me présente, Pierre Turgeon, je suis conseiller en communication au BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors notre rencontre d'information et d'échange se fera ce midi sous forme de webinaire avec nul autre que notre vice-présidente, Mme Julie Forget. Alors Mme Forget, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être parmi nous ce midi. Le BAP a plusieurs dossiers en cours, d'autres mandats sont à venir et plusieurs personnes, Mme Forget, ont témoigné leur intérêt d'être mieux préparés à nos travaux et de recevoir une formation, d'où l'idée de cette rencontre, n'est-ce pas, ce midi? Oui, en effet, outre les demandes du public, mais le BAP aussi s'était donné comme objectif d'accroître et diversifier la participation à ces travaux afin de pouvoir mieux bénéficier de la pluralité des points de vue de la population québécoise. Donc, la formation d'aujourd'hui, le B.A.B.A. du BAP, s'inscrit dans cette volonté de mieux outiller les participants à contribuer à nos travaux. Donc, pour ceux qui ont un dossier très bientôt et avaient plus de questions, sachez que nous tenons aussi depuis 2020 des rencontres préparatoires qui ont lieu 2 semaines avant le début de vos audiences. Alors, aujourd'hui, donc, c'est une grande première. Merci beaucoup d'être indulgents et merci aussi d'être nombreux parce que je vois sur notre page Facebook que vous êtes 106 à avoir accepté notre invitation. Alors, on vous remercie très sincèrement. On vous dit merci aussi d'être indulgent et surtout de vous rappeler que c'est une formation générale qui n'est pas associée à un dossier. Donc, cette formation, elle est destinée aux citoyens, aux organismes, aux personnes ressources et initiateurs qui veulent s'y prendre d'avance pour bien saisir comment se préparer au BAP. Si vous êtes ici pour commenter un projet en cours, un projet antérieur ou à venir ou nous donner votre opinion sur l'actualité nous concernant, je préfère vous le dire d'emblée, vous n'êtes pas au bon endroit. Nous allons favoriser les questions qui sont relatives au thème de la présentation et pour toutes les autres questions, vous pouvez nous écrire à communication@bap.gouv.qc.ca. Alors, je vous explique en gros comment les prochaines minutes vont se passer. Notre vice-présidente, Julie Forget, va présenter le contenu de la formation en 2 blocs de 20 minutes qui seront entrecoupés d'une période d'échange avec vous. Nous pourrons échanger avec vous. Karine Lavoie, ma collègue, que nous vous présenterons tantôt, et moi, prendrons vos questions par l'onglet « Commentaires » sur Facebook, qui seront visibles de tous. Vous pouvez aussi nous soumettre vos questions à l'aide de l'onglet « Commenter » au moment qui vous plaira. Et il y a un délai, c'est normal, d'environ 90 secondes au maximum pour les présentations Facebook en direct. D'ailleurs, si vous souhaitez essayer votre onglet tout de suite, faites-le donc maintenant pour nous dire qui vous êtes, pourquoi vous acceptez de passer une partie de votre heure de dîner avec nous aujourd'hui. Ça peut être parce qu'il y aura un BAP chez vous bientôt, parce que vous souhaitez des connaissances générales, d'autres raisons, que de bonnes raisons. Vous pouvez aussi, je vous le souligne, poser vos questions par courriel, si vous le préférez, à communication@bap.gouv.qc.ca. Et si vous souhaitez rester anonyme, simplement nous le dire dans le courriel. Plus tard, donc, c'est Mme Forget qui répondra à vos questions. Si certains détails sont nécessaires pour compléter les réponses, nous le ferons sur la page Facebook pour tout le monde avant mardi midi. Vous pouvez aussi revisionner le contenu puisque nous archiverons sur notre page toutes nos activités présentées en direct aujourd'hui. Avant de céder la parole à Mme Forget et assister à sa présentation, voici une courte vidéo qui explique brièvement qui nous sommes au BAP. Vous avez certainement entendu parler du BAP, mais savez-vous vraiment ce qu'il est et ce qu'il peut faire pour vous? Le BAP a été créé en 1978 pour que le ministre responsable de l'Environnement puisse conseiller adéquatement le gouvernement lorsque celui-ci doit prendre une décision sur un projet majeur. Lorsque le BAP remet son rapport, les enjeux sensibles du projet ont été analysés. Et tout le monde y gagne. Les citoyens ont eu l'occasion de bien comprendre le projet et ses enjeux, d'obtenir des réponses fiables et de faire connaître leurs préoccupations. Les experts ont répondu aux questions posées. Ils ont mis en lumière les impacts du projet et les façons possibles de les aborder. L'initiateur peut bonifier son projet, au besoin, pour qu'il soit profitable pour tous et acceptable pour la collectivité. Le gouvernement connaît l'intérêt ainsi que les attentes de la collectivité envers le projet. Participer aux travaux du BAP, c'est faire progresser la société. Avec le BAP, vous obtenez l'heure juste sur les projets qui peuvent avoir un impact sur votre collectivité. Les consultations publiques et les rapports du BAP vous permettent de tout savoir de façon précise et transparente. Contrairement à ce que plusieurs pensent, le BAP ne prend pas de décision sur un projet. Il avise le ministre responsable de l'Environnement afin d'éclairer la prise de décision gouvernementale. Dans son rapport, le BAP dresse un portrait fiable, basé sur des faits, sur la science et sur les réalités locales.
Citoyens, organismes, initiateurs, décideurs, c'est tout le Québec qui en profite. Lorsque le BAP analyse un projet, il le fait sous tous les angles nécessaires pour donner un avis éclairé au gouvernement. Au BAP, on fait le point sur différents aspects d'un projet. Est-il conforme avec le développement durable et le respect de l'environnement? Correspond-il aux valeurs de votre communauté? Quels sont ses avantages et ses inconvénients sur le plan économique? Ainsi, dans son rapport, le BAP tient compte globalement des enjeux écologiques, sociaux, économiques, scientifiques et technologiques. Le BAP fournit alors un meilleur éclairage, ce qui permet au gouvernement de prendre une décision bénéfique pour le Québec de demain. Le BAP est l'une des rares institutions qui permet aux citoyens de participer directement à définir leur avenir. Au Québec, nous avons toutes les raisons d'être fiers de notre BAP. Découvrez ce qu'il fait pour vous au www.bap.gouv.qc.ca. Alors, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc, nous passons au premier bloc de la formation. Alors, nous constatons que le BAP est assez connu en général, mais dès qu'on creuse un peu, le rôle de l'institution et comment y participer demeure encore méconnu. Et c'est normal, car il n'y a pas de grands projets à répétition dans chacune des régions du Québec. Donc, parfois, il peut se passer presque 5 ans avant que le BAP retourne dans votre région. Il s'avère donc important de comprendre certains détails pour savoir comment participer. Nous espérons, avec cette formation, pouvoir faciliter votre participation et ainsi accéder à vos points de vue. Nous souhaitons refaire cet événement de manière régulière pour outiller en continu les publics qui participeront à nos travaux. Notez que je ne commenterai pas les enjeux des dossiers du BAP passés, en cours ou à venir, puisque les commissions du BAP s'expriment par ces rapports uniquement. Toutefois, si ça touche notre rôle, ses limites et ses possibilités, j'apporterai les précisions nécessaires. J'en profite pour vous présenter Karine Lavoie, conseillère en communication, qui prendra vos questions par courriel, alors que Pierre Turgeon prendra vos questions par Facebook. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour demander à Karine si les gens ont répondu à la question de Pierre sur qui sont-ils et pourquoi ils font partie de notre formation, si vous voulez nous faire un petit topo. Merci. Oui, Julie, bonjour et bienvenue premièrement. Je vais devoir vous revenir un petit peu plus tard parce que mon Facebook, de mon côté, fonctionne pas très bien. Alors, parfait. Donc, je vais vous informer un peu plus tard. On retournera donc dans la période de questions, on pourra revenir avec le topo. C'est les joies de la technologie. Et du direct. Voilà. Alors, la mission du BAP, le BAP est un organisme public, indépendant et impartial qui a pour mission d'éclairer la prise de décision gouvernementale par des avis et des constats servant de recommandation au ministre. Nous avons donc 4 grands rôles. Donc, informer, c'est qui est souvent la première phase du cycle de processus du BAP. Donc, informer, c'est de donner l'information complète aux participants de manière la plus transparente possible. Ça concerne surtout la période d'information publique que nous aborderons dans les pages suivantes. Consulter consiste à obtenir les préoccupations et les opinions du public. Donc, votre rétroaction sur le projet. Ça concerne surtout les audiences publiques, la consultation ciblée et la médiation. Ensuite, le rôle d'enquêter. Tout le long d'une audience publique, la commission a le rôle d'enquêter. Elle pose des questions aussi par écrit à la suite et des séances publiques. On vous rappelle que tout est public et les questions de la commission sont accessibles à tous les citoyens en tout temps. Et le dernier rôle qui se trouve d'être avisé, donc c'est quand après l'enquête et les questions posées, la commission forme son opinion et l'exprime dans le rapport du BAP. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la procédure d'évaluation et d'examen environnemental et quel rôle y joue le BAP? Donc, l'approche québécoise se base sur un modèle de gestion des risques environnementaux. En effet, les projets obligatoirement assujettis à cette procédure représentent généralement plus de risques d'un point de vue environnemental de par sa taille ou le type d'effet que le projet peut produire. Les projets qui ne sont pas assujettis ont aussi à soumettre des documents pour obtenir une autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, mais le BAP n'y joue pas un rôle. Parfois, on peut entendre des participants dire vouloir un BAP ou éviter un BAP. En réalité, c'est une obligation par la loi. Il est impossible de l'éviter. Seul le ministre a la discrétion d'en déclencher un.
Pour les projets assujettis, il est possible aussi qu'il n'y ait pas de consultation ou de médiation déclenchée par le public. C'est ce que nous abordons ici plus en détail. Je souhaite aussi mentionner qu'il y a d'autres types de mandats au BAP qui n'émanent pas de cette procédure. Toutefois, les apprentissages que vous aurez aujourd'hui, c'est pour le cas le plus fréquent, donc une audience publique sur un projet. Et les apprentissages sont tout à fait pertinents pour les autres types de mandats. Alors, la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement est déterminée par la loi sur la qualité de l'environnement ainsi que le règlement relatif à l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement de certains projets. Donc, vous verrez, il y a un annexe où on liste les projets assujettis, les seuils, pourquoi il est assujetti, à quel moment il l'est. Alors, ça exige une étude d'impact. Donc, l'étude d'impact, vous voyez sur le dessin, en bleu foncé, très foncé, c'est la responsabilité de l'initiateur et en bleu plus pâle, c'est la responsabilité du ministère responsable de l'environnement. Donc, l'initiateur, en premier, va donner un avis de projet, donc informer le ministère qu'il y a un projet et il désire savoir comment procéder avec l'étude d'impact. Alors, il recevra la directive du ministère qui lui demande comment étudier le projet. Cette directive, depuis 2018, est soumise à une consultation du public qui remettent leurs commentaires en ligne et qui accompagne la directive du ministre. Ensuite, l'initiateur peut commencer son étude d'impact. Une étude d'impact peut prendre de 6 à 12 mois, évidemment, en fonction de la taille du projet et de la complexité du milieu d'insertion. Et la dernière étape, c'est l'analyse de la recevabilité du ministère qui verra si l'étude correspond à ce que la directive demandait. Par contre, il ne fait pas l'analyse détaillée, il fait l'analyse de la recevabilité. Depuis 2018, il y a un registre des évaluations environnementales qui est, dans le fond, qui met toute la correspondance entre l'initiateur, le ministère et le ministère disponible au public. Alors, ce qui est important pour vous, c'est que vous savez dès l'avis de projet qu'il y aurait un projet potentiel qui viendrait peut-être à une consultation publique. Alors, vous pouvez déjà consulter presque un an d'avance avant le BAP. Ensuite, l'autre étape, vous voyez les boîtes rouges. Je sais que c'est un peu petit, mais les boîtes rouges, c'est le BAP. Je vais les passer une à une, inquiétez-vous pas. C'est la responsabilité du BAP, alors que le bleu pâle, c'est la responsabilité du ministère de l'Environnement. Donc, le ministère de l'Environnement, pendant la consultation publique du BAP, procède à l'analyse environnementale. Donc, les experts du ministère de l'Environnement révisent l'étude d'impact remise par l'initiateur. Et le BAP commence ses travaux avec la période d'information publique. Donc, il peut tenir une séance publique avec l'initiateur auprès de la communauté pour informer le public. Évidemment, là, on est en numérique, donc on n'est pas nécessairement dans la région, mais évidemment, ça concerne la région. Vous voyez que dans la période d'information publique, la boîte jaune, c'est le rôle du citoyen, la demande du public. Donc, le public peut demander pour une consultation publique ou une médiation. S'il n'y a aucune demande, le BAP termine son mandat à cette étape. S'il y a des demandes, alors on passe à l'étape de recommandation du BAP. Alors, le BAP va regarder les requêtes et voir quel type de mandat serait le plus approprié pour la requête ou les requêtes des citoyens. Alors, il y a 3 types de mandats. L'audience publique, complètement à gauche, celle du milieu, la consultation ciblée, et à droite, la médiation. L'audience publique dure 4 mois et contient 2 parties. Une partie sur le questionnement et une deuxième partie sur recevoir les opinions. Et la consultation ciblée, c'est 3 mois, qui inclut une seule partie, alors les questions et les opinions en même temps. C'est pour les mandats qui auraient des enjeux plus restreints, qui ne mériteraient pas nécessairement une grande audience publique. Et la médiation, qui dure 2 mois, qui est vraiment, s'il est possible d'avoir une entente entre les parties, c'est ce qui déclencherait une médiation. Alors, voilà. Pour la procédure, pour faire une demande, en réalité, la demande de consultation publique et de médiation, c'est le rôle de tout citoyen, non, toute personne, groupe ou municipalité peut faire une demande de consultation publique. Elle doit envoyer une lettre au ministre qui explique les motifs de la demande et l'intérêt par rapport au milieu touché. Et le ministre va analyser ce qu'on appelle la frivolité. Donc, est-ce que le motif de la demande est assez sérieux pour déclencher donc une enquête? Donc, c'est un travail qui essaie de trouver l'équilibre entre la préoccupation citoyenne. Est-ce que la commission d'enquête peut répondre à cette préoccupation dans le type de mandat que nous avons au BAP? Oups.
excusez-moi. La consultation auprès des Autochtones. Donc, les Autochtones ont, de par le cadre légal canadien, la Couronne a une obligation de consulter. Donc, ça appartient au ministère concerné. L'identification de l'atteinte aux droits et l'accommodement, ça appartient aussi au ministère en concertation avec les nations autochtones concernées par le projet. Le BAP offre un lieu donc additionnel pour les Autochtones d'exprimer leur point de vue publiquement, mais ça ne dégage pas la Couronne de son obligation. Le BAP est responsable des projets de la procédure du sud du Québec. Donc, pour le Nord, sous la Convention de la baie James et le Nord québécois, c'est une procédure et d'autres différentes et d'autres institutions propres aux Inuits et aux Cris notamment. Alors, comment fonctionne une audience publique? Donc, comme je vous le disais, on présente le mandat le plus courant. Les autres mandats sont différents dans les délais, la portée, mais cette formation est utile néanmoins pour toutes les formes de mandat du BAP. Alors, la première étape, c'est de former une commission d'enquête. Nous avons 24 membres au BAP, dont 5 permanents, le président, vice-président et 3 membres permanents. Et donc les 19 autres sont des membres additionnels. Alors, chacun se trouve à être assermenté devant un juge de la Cour supérieure, conformément à la loi sur la commission d'enquête. Alors, le BAP s'est également donné un code de déontologie qui guide les membres de manière à ce qu'ils remplissent leur rôle dans l'intérêt public de façon irréprochable et au meilleur de leurs connaissances. Le BAP s'est doté d'un processus rigoureux de nomination des commissaires pour s'assurer que les membres sont pleinement indépendants, neutres et impartiaux. Et ceci, c'est pour chacun des projets. Donc, à chaque projet, on cherche à trouver l'expertise, la disponibilité du membre et évidemment l'absence de conflit d'intérêts. C'est le conseiller juridique qui est les répondants à l'éthique avec le président du BAP. Il s'assure, avant de former la commission, que le membre est souscrit au code de déontologie et signé sa déclaration d'absence de conflit d'intérêts ainsi que la déclaration des valeurs éthiques du BAP. Pour plus de détails sur la formation d'une commission, vous pouvez écrire à communication@bap.gouv.qc.ca et notre conseiller juridique se nomme David Boisvert. Le déroulement d'une audience. Alors, il y a 4 grands moments où les participants sont conviés à s'intéresser aux activités d'une audience publique. La première, c'est les rencontres préparatoires à l'audience publique. Et que je vais expliquer en détail dans le deuxième bloc. La partie 1, c'est le questionnement. Donc, l'objectif, c'est de compléter la connaissance à l'issue de l'étude d'impact et les questionnements des ministères sur l'étude d'impact. La partie 2, c'est de recevoir vos opinions et évidemment, la commission va vous questionner pour avoir des clarifications sur vos opinions. Et il y a en général, il doit avoir absolument un minimum de 21 jours entre la partie 1 et la partie 2. Donc, ça vous donne 3 semaines pour vous positionner et développer votre argumentaire. Et à la fin, on dépose le rapport du BAP à la fin des 4 mois. Donc, le BAP s'assure dans l'ensemble du processus d'avoir la diversité des publics. Donc, l'importance d'inviter très large pour s'assurer qu'on n'oublie personne dans le processus de consultation. Les règles de participation s'appliquent à tout le monde. Évidemment, l'objectif, c'est d'avoir un climat serein et respectueux. Donc, on va accepter les questions ou les interventions qui sont liées au mandat. Et ça ne doit pas contenir d'attaques personnelles, atteinte à la réputation, le droit d'auteur, l'information qui est trompeuse ou illégale, ainsi que les jugements d'expression favorables ou défavorables. Ce que ça veut dire, là, le dernier point, c'est que parfois, ça arrive qu'il y a des publics qui applaudissent ou qui bouent. En faisant des expressions de ce genre-là, ça ne permet pas la libre expression de chacune des personnes qui peuvent se sentir intimidées par ce genre d'expression favorable ou défavorable. N'oubliez pas aussi que c'est une audience publique. Alors, toutes vos communications avec les commissaires, les communications entre les commissaires et les participants sont toutes publiques et accessibles à tous. Les séances publiques sont filmées, enregistrées, transcrites et web-diffusées en direct et en différé pour le bénéfice de tous. Et communiquer avec la commission, aucun échange n'est permis entre les commissaires et les participants, ni durant les séances publiques, ni par écrit. Veuillez donc éviter de les aborder.
Vous pouvez toutefois être accompagné par le coordonnateur de la commission pour la logistique, les différentes dates, comment transmettre vos documents, les analyses pour le contenu qui aurait été demandé par les commissaires et que vous n'êtes pas certain d'avoir bien saisi, et le conseiller aux communications pour les questions médias et la gestion du registre. Voilà ce qui complète le premier bloc. Alors, je vais céder la parole à M. Pierre Turgeon pour la période de questions. Merci beaucoup, Julie Forget, vice-présidente du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et merci à vous tous qui nous consacrez votre heure du dîner pour la passer avec nous et nous soumettre vos questions. Il y a deux façons de le faire. Donc, c'est par courriel, la communication à commercial, bap.gouv.qc.ca ou directement en cliquant « Commenter » sur la page Facebook et en écrivant directement votre question. À la fin de l'échange, bien évidemment, on va revenir sur les questions que vous nous soumettrez. Et c'est Julie Forget, donc, qui va répondre à vos questions. Moi, je peux répondre à une première question. Par contre, celle où on avait demandé aux gens de s'identifier, de nous dire un peu d'où vous veniez. Bien, écoutez, on a une forte délégation ce midi de plusieurs régions, des directions régionales du ministère des Transports du Québec, qui souvent se retrouvent dans nos mandats. Alors, on vous salue. Même chose aussi pour des membres du réseau des tables régionales des groupes de femmes qui sont parmi nous. Il y a des représentants d'autres ministères, celui de la faune, des forêts et des parcs, celui de l'énergie et des ressources naturelles également. Il y a ensuite, il y a même une directrice du bureau de circonscription, celle de la députée de Soulanges, que nous saluons. Et il y a des gens de la régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François en Estrie. Donc, il y a beaucoup de monde. Émilie Charret, par exemple, de la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, et des gens de l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact. C'est une idée, un tableau, donc, des quelques personnes qui font partie de ces 182 participants à notre premier webinaire. On a une première question, Mme Forget, qui vient de Sarah Chabot, qui s'interroge sur les effets du projet de loi 66 pour les projets visés qui auront des consultations ciblées. Est-ce que celles-ci vont porter sur de très larges sujets si le projet le justifie ou si on va uniquement se concentrer sur de petits aspects? Bon, la loi, elle a été adoptée hier, hein? Donc c'est assez récent, mais j'aimerais juste vous référer donc à la page, juste question qu'on clarifie là, le changement qu'apporte la loi 66, qui est surtout sur un nombre déterminé de projets. Donc, certains projets, il y a une annexe d'ailleurs à cette loi-là qui dit à quel projet s'appliquent les changements que la loi 66 apporte. Si vous voyez donc dans le graphique de la page, attends, est-ce que j'ai dit la page à mes collègues, la diapositive 9. Donc, c'est le 20 jours de recommandation du BAP qui, dans le fond, a été retiré pour économiser ce 20 jours. Alors, c'est le changement principal, ainsi que les requêtes citoyennes qui seront médiation ou consultation ciblée. Alors, en principe, évidemment, il y a toujours des discrétions ministérielles pour audience publique versus consultation ciblée et médiation, mais c'est les deux changements principaux apportés par la loi 60. Et si je peux me permettre aussi d'ajouter que pour les projets qui feront l'objet d'une consultation ciblée, bien, on nous explique que les cibles seront établies par le ministre dans sa lettre mandat au BAP. Il faut savoir que c'est le ministre qui donne les mandats au BAP. Le BAP n'a jamais le pouvoir de s'auto-mandater. Et il faut se rappeler aussi que l'article 43 de nos règles de procédure prévoit que les commissaires en commission jouissent d'une très grande marge de manœuvre pour déterminer et considérer toute autre préoccupation qui pourrait être éventuellement soulevée lors d'une séance. On a aussi d'autres questions. Alors, on va y aller, on est en direct. Hein? Alors, c'est une question de Jean-Sébastien Bernier, Mme Forget, qui souhaite que vous nous en disiez davantage sur le contenu et le déroulement d'une rencontre préparatoire avec le BAP avant le dépôt d'un avis de projet. Avant le dépôt d'un avis de projet? Oui. Donc, avant le dépôt d'un avis de projet, il n'y a pas de rencontre préparatoire avec le BAP. C'est plutôt quand il y a, la lettre mandat est reçue au BAP que nous faisons les rencontres préparatoires. Par contre, nous allons refaire l'activité d'aujourd'hui et dans le deuxième bloc, je parle effectivement du détail de la rencontre préparatoire et j'espère répondre à votre question à ce niveau. On a une autre question maintenant d'Alexandre Turgeon qui dit que dans une lettre ouverte le 10 mars dernier, le président du BAP, Philippe Bourque, affirmait que le BAP appliquait des mécanismes de contrôle interne pour garantir la qualité des rapports. Compte tenu de l'indépendance des commissaires une fois nommés pour tenir une commission, en quoi demande-t-il le contrôle de la qualité des rapports par le BAP? Peut-il dépasser la qualité de l'orthographe ou de la mise en page?
Bien, effectivement, les commissions jouissent d'une indépendance, mais nous avons des processus internes pour assurer dans le fond, la cohérence là, et la qualité du rapport. Donc, par exemple, des comités de lecture, on met des gens externes à la commission pour apporter une deuxième vision à la commission ou des commentaires, mais la commission dispose de nos commentaires. Donc, ça enrichit sa réflexion pour terminer son rapport. Et si je peux me permettre aussi, il y a toute une équipe d'analystes qui accompagnent toujours les commissaires. Et ces analystes jouissent d'expertise qui sont régulièrement variées et très souvent en lien avec le sujet du mandat qui nous a été confié. On a une autre question ici maintenant, c'est... Attendez 2 secondes. Les joies du direct. Alors, écoutez, je pense qu'on devrait aller voir ma collègue Karine Lavoie pour lui demander si elle a reçu par courriel des questions, parce que sur l'onglet commenté de Facebook, je n'en vois plus. Alors, c'est le moment peut-être de nous en faire, en n'oubliant jamais qu'il y a toujours un délai d'une 60aine de secondes entre le moment où vous entendez notre appel à des questions et le moment où nous, on peut les lire en direct sur notre page Facebook. Alors, Karine, est-ce qu'on a de nouvelles questions de votre côté? Oui, Pierre, alors moi, je peux vous confirmer que présentement, il n'y a rien pour l'adresse courriel du mandat que l'on peut répéter. Par contre, donc, c'est communication à commercial bap.gouv.qc.ca. Alors, on invite les personnes intéressées à passer par cette adresse courriel pour leurs questions. Et je veux juste spécifier pour ceux qui sont gênés de s'identifier, vous pouvez envoyer par courriel à Mme Lavoie avec une mention confidentielle. Il n'y a pas de souci, là. On comprend que des fois, c'est difficile de s'exposer. Puis, évidemment, nous avons une période de questions après. Donc, on voulait juste avoir une petite intermission de présentation par PowerPoint. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut aussi avancer puis prévoir. Ça nous donne plus de temps à la fin. Est-ce qu'il y a encore des questions sur... En fait, j'en aurais une, oui, qui vient de Louis Longchamp. L'équipe de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke aimerait savoir si la période de 30 jours pour la consultation citoyenne est obligatoire ou optionnelle. Donc, on parle d'une période d'information publique à ce moment-là. La période d'information publique, elle est obligatoire. C'est seulement si le ministre a la discrétion quand il voit qu'il y a un projet qui soulève beaucoup d'enjeux, puis il est presque convaincu que ça ira en audience publique, il va déclencher l'audience publique directement. C'est à ce moment qu'il n'y aura pas de période d'information publique. Toutefois, vous ne perdez pas beaucoup de jours parce qu'il y a des moments de préparation pour l'audience publique qui permet aux citoyens de se familiariser avec le matériel. Et dans l'audience publique, il y a quand même une période d'information publique à intégrer à l'audience publique, donc qui peut compenser un peu là, pour ce qu'il y a déjà eu. Effectivement, il y a déjà eu une période d'information publique avant, mais effectivement, ça permettait d'aller plus rapidement en audience publique. Et si on peut donner des exemples concrets, il faut dire que c'est depuis 2018 que c'est possible pour le ministre de surseoir s'il est convaincu qu'il y aura de toute façon une demande pour une commission d'enquête ou une consultation ciblée. Et un exemple récent, c'est dans le cas du dossier du tramway à Québec. On savait donc que c'était un mandat costaud et il n'y a jamais eu de période d'information publique avant le tramway. On est allé directement en commission d'enquête. Par contre, d'autres projets, comme c'était le cas hier soir, font l'objet d'une séance, en fait, d'une soirée publique d'information dans le cadre d'une période publique d'information. C'était le cas hier soir, par exemple, pour le projet des voies réservées pour le transport en commun sur le boulevard Guillaume-Couture à Lévis. Alors, c'est vraiment au cas par cas et c'est une prérogative du ministre qu'il peut utiliser depuis les changements législatifs et réglementaires de 2018. Puis je voudrais aussi ajouter que la rencontre préparatoire à l'audience publique pour le grand public est un ajout de 2020. Parce que, justement, quand il n'y a pas de période d'information publique, on a jugé que c'était intéressant de vous donner plus d'outils pour vous préparer. Donc, avant, il n'y avait pas de rencontre préparatoire pour le grand public et maintenant, il y en a une. Donc, ça devrait pouvoir répondre à vos questions pour compenser la période d'information que vous sentez peut-être avoir perdue. Une autre question de Marie-France Dupuis qui nous demande, elle a lu qu'il y aurait peut-être plus de délais pour faire le BAP en lien avec des projets de la loi 66. Avez-vous plus de détails à ce sujet? Il faut dire que la loi a été adoptée ce matin, en principe, ou tard hier soir, là, un ou l'autre, donc on n'a pas encore vraiment nécessairement beaucoup de détails, mais
On va essayer d'en trouver pour vous répondre d'ici la fin de ce webinaire. Mais si on s'inspire de la loi telle qu'elle est actuellement, le ministre a quand même beaucoup de pouvoir discrétionnaire s'il veut ajouter des délais ou ajouter un mandat, il peut le faire. Madame Forget, une question un peu plus large. Quelles sont vos attentes envers les experts des ministères qui participent au BAP, entre autres sur l'interprétation des impacts du projet, c'est-à-dire la responsabilité de l'initiateur versus celle que pourraient exprimer les experts? Les personnes ressources. Oui. Donc, dans le deuxième bloc, on va l'aborder, mais c'est une très bonne question. En réalité, c'est que les personnes ressources, des fois, il y a un double rôle. Hein? Donc, le rôle de donner une opinion versus le rôle d'informer le public. Donc, l'attente qu'on a dans la partie 1 des personnes ressources, c'est d'informer le public sur le cadre légal, le cadre légal, les orientations gouvernementales, comment le projet est encadré par le gouvernement. C'est ça votre rôle principal. Si vous avez une opinion à exprimer. Puis ça arrive, il y a des municipalités, par exemple, qui vont envoyer leur directeur général comme personne ressource, puis leurs maires peuvent soumettre un mémoire. Direction de la santé publique aussi a déjà soumis des mémoires. Donc, vous pouvez aussi choisir d'émettre une opinion en déposant un mémoire, mais quand vous êtes dans la partie 1 comme personne ressource, votre rôle, c'est de répondre aux questions du public quant à l'encadrement gouvernemental des projets. On enchaîne les questions. Est-ce que le BAP dispose d'une procédure de traitement accéléré pour certains projets qui ont un calendrier très serré? Non. En réalité, premièrement, c'est une prérogative premièrement, c'est obligatoire. Si vous êtes assujetti, c'est obligatoire. Et ensuite, c'est 4 mois, 3 mois ou 2 mois. C'est les 3 options. On n'a pas d'autres options. Il faut aussi comprendre que le BAP ne s'auto-mandate pas. C'est le ministre qui peut, et lui seul, peut donner des mandats au BAP. Dans les mandats, la date de début est prévue et l'objet du mandat est aussi prévu. Oui, puis n'oubliez pas non plus qu'en parallèle, il y a l'analyse du ministère qui a aussi lieu durant le délai du BAP. Donc, ça se fait en parallèle. Et ça me permet d'enchaîner avec la question de Pierre Chiasson qui veut savoir, lui, pourquoi ça prend beaucoup de temps pour avoir les recommandations du ministre de l'Environnement? Bien, ça, c'est une question qu'il faudrait poser au ministre de l'Environnement. Je pense, en réalité, ça dépend des projets. Je crois que ça peut être compliqué aussi. Il y a beaucoup de choses à vérifier après le rapport du BAP. C'est vraiment, vraiment contextuel, projet par projet. Une autre question, est-ce que le ministre de l'Environnement peut éventuellement décider de tenir une audience du BAP, même s'il n'y a pas eu de demande du public à ce sujet? Oui. Mais oui, dans le cas où il n'y a pas de période d'information, c'est automatique? La loi le permet. C'est sa prérogative à lui. Alors, écoutez, il n'y a pas d'autres... On enchaîne? Oui, s'il vous plaît. Alors, le deuxième bloc, c'est surtout comment vous y préparez. Donc, c'est la portion, justement, là, qui, une fois qu'on a bien saisi là, notre rôle et la procédure, c'est la portion comment vous y préparez. Donc, participer aux travaux du BAP peut sembler exigeant, mais n'oubliez pas que c'est un travail d'équipe. Plusieurs participants sont très fiers d'eux à la fin du processus et assez fascinés de l'expérience. Donc, ils peuvent être nerveux au début, mais durant le processus, il y a même plusieurs problèmes qui se règlent sans même que la commission s'implique parce que les gens sont réunis entre eux pour se parler. Même que plusieurs problèmes se règlent et c'est très satisfaisant aussi pour les employés du BAP de voir de telles situations. Alors, parmi les membres de l'équipe, quand je dis l'équipe, c'est l'équipe élargie de tout le monde. Alors, l'initiateur fournit une étude d'impact, évalue et anticipe les répercussions et il propose comment gérer, donc atténuer les répercussions négatives du projet. Donc, c'est souvent une entreprise privée ou le ministère des Transports du Québec et Hydro-Québec qui sont qui ont des projets qui sont assujettis au BAP. L'autre membre de l'équipe, c'est les personnes ressources. Donc, les personnes ressources, c'est les ministères ayant des compétences réglementaires. Donc, le ministère coordonnateur, qui est le ministère responsable de l'environnement. Mais il y a souvent aussi le ministère de la Forêt, Faune et Parcs, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et parfois les MRC et les municipalités pour des réponses de réalité locale, d'administration locale. D'ailleurs, avant le début des audiences publiques, n'oubliez pas qu'il y a des échanges entre les ministères et l'initiateur. Alors, c'est disponible pour le public pour savoir justement où en est les ministères avec les questions. L'autre membre de l'équipe, ce sont les citoyens et les groupes d'intérêt qui apportent à la commission les réalités locales, régionales, leur expertise, les connaissances particulières citoyennes, les préoccupations et aussi les aspirations du milieu.
Alors, le dernier membre de l'équipe, c'est nous, donc la commission, qui questionne avec le public et lit absolument tout, passe au peigne fin chacun des mémoires, des documents déposés, fait des recherches sur d'autres opinions divergentes de la littérature scientifique et construit sur ce que les 3 autres membres de l'équipe ont apporté. Alors, si on est tous bien préparés, on a une super enquête. On se donne des conditions gagnantes pour avoir une bonne enquête. Donc, la première chose, ce sont les rencontres préparatoires. Il y a 3 rencontres préparatoires, celles des requérants et du public. Les requérants, c'est le nom qu'on donne à celui ou celle qui aurait fait une demande pour avoir une consultation publique, une pour l'initiateur et une pour les personnes ressources. Alors, l'objectif des rencontres préparatoires, c'est vraiment de préparer la partie 1, parce que pour avoir une partie 1 qui fonctionne bien, il faut que chacun des participants se soit préparé. Alors, pour préparer la partie 1, on vous explique en fait le processus et vos rôles. Donc, on reprend un peu le matériel qu'on vous présente aujourd'hui, mais très appliqué à un dossier, avec des dates précises, des gens, on vous présente l'équipe en tant que telle qui va être avec vous. La commission vous informe particulièrement les personnes ressources et l'initiateur des documents à préparer. Donc, évidemment, on anticipe certains thèmes qui vont ressortir et c'est bien de préparer des petites capsules, donc 3 pages PowerPoint sur des sujets qu'on peut vous demander dès que la question du public survient de présenter pour éclairer le public sur soit l'encadrement environnemental ou soit sur le projet. L'initiateur aura évidemment à présenter son projet pour ceux que, par exemple, n'auraient pas eu le temps de se familiariser avec les documents. Ça donne au moins une connaissance commune, un aperçu d'ensemble du projet. Alors, on va parler aussi de ça avec l'initiateur. C'est le seul moment qui sera non public avec les commissaires. Évidemment, pas la rencontre du public, parce que celle-là, elle est faite en public, effectivement, et aucune discussion sur les enjeux du projet. Alors, la commission, à ce moment-là, elle n'a pas d'opinion encore. C'est vraiment juste de préparer la partie 1. Donc, qui est dans la salle dans la partie 1? C'est chacun des membres de l'équipe. Donc, la commission qui est en avant. L'initiateur qui se trouve être à la droite de la commission, à la gauche des participants, et les personnes ressources qui ont l'autre côté, et le public qui est devant la commission. Donc, cette première partie est ce que j'appelais le travail d'équipe. C'est un moment fort d'une commission, car c'est à partir de ce moment que l'initiateur et les personnes ressources peuvent agir ou réagir sur le projet et même de s'engager sur place à aller dans une direction si on voit que ça répond à une préoccupation du public. Et c'est vraiment le travail d'enquête, donc de figurer, de compléter la connaissance sur le dossier. Donc, avant le début de la partie 1, donc la rencontre préparatoire a lieu 2 semaines avant les séances publiques. Alors, vous avez 2 semaines un peu pour vous préparer à la partie 1. Pour le public, c'est de se familiariser avec le projet. Donc, il y a 2 documents, je dirais 2 éléments importants. C'est le résumé de l'étude d'impact, qui devrait vous donner un aperçu du projet et des répercussions. Et la table des matières de l'étude d'impact. Les études d'impact peuvent être très costaudes, peuvent avoir 800 pages parfois. Donc, vous allez voir dans la table des matières les sujets qui vous intéressent. Il ne s'agit pas de tout lire, mais avec le résumé, vous aurez une idée de quel sujet vous voulez explorer davantage. Séparez-vous les lectures entre vous plus poussées. Faites confiance au travail d'équipe des citoyens aussi. Vous ne devez pas tout prendre en charge seul. Formulez vos questions et priorisez. N'oubliez pas que dans les séances publiques, il y a sûrement un autre citoyen qui aura la même question que vous. Alors, faites une liste de vos questions et faites avancer l'enquête en posant une nouvelle question. Écouter les séances publiques, ça aussi, ça peut être exigeant. Donc, vous pouvez vous partager dans un groupe l'écoute des séances publiques parce qu'évidemment, on avance. Il y a des questions qui sont répondues au fur et à mesure. Donc, pour les initiateurs, ce que ça veut dire, c'est que c'est très important de donner un résumé d'études d'impact aux citoyens qui soit clair, concis et complet. Disons une 20aine de pages, l'information essentielle. Si on n'a pas le résumé à temps et assez concis, évidemment, vous vous exposez à un public qui n'aura pas été très sensibilisé à votre projet et vous aurez des questions peut-être redondantes à votre propre période de consultation préalable. Le rôle des participants en première partie, donc pour le public, c'est la lecture des requêtes. Donc, si c'est une consultation publique qui a été déclenchée par une requête, il y a la lecture de ces requêtes en début de partie 1.
et poser des questions. Dans le fond, vous arrivez, il y a des citoyens dans nos dernières commissions qui arrivent avec leur iPad, avec leurs questions déjà composées. C'est sûr que si elles sont déjà composées, ça vous permet peut-être d'avoir plus d'impact. Le rôle de l'initiateur, c'est d'expliquer son projet. Donc, vous aurez une vingtaine de minutes à présenter votre projet au début. Vous offrez aussi de l'expertise. Souvent, l'initiateur a une expertise particulière sur la technologie qu'il va présenter et vous répondez aux questions. Les personnes ressources aussi expliquent le cadre législatif et les orientations gouvernementales. Ça arrive que les citoyens ont des questions qui ne concernent pas vraiment l'initiateur, mais plus l'encadrement gouvernemental. Offre aussi de l'expertise parce que, évidemment, ce sont des experts qui viennent comme personnes ressources et vous répondez aussi aux questions. Comment poser une question en première partie? Donc, le public aura droit à une ou deux questions et vous pouvez toujours vous réinscrire au registre derrière. Moi, j'ai déjà vu dans mes commissions des citoyens qui ont posé 10 à 12 questions sur 3 séances. Alors, vous pouvez toujours en poser d'autres si vous voulez vous investir dans l'écoute des séances, bien sûr. La commission redirigera votre question. Donc, ce n'est pas à vous de décider qui reçoit la question, c'est au président de la commission. Et il est possible aussi que la commission enchaîne sur votre question. Donc, c'est possible qu'on revienne à votre deuxième question presque 10 minutes plus tard parce qu'on va profiter pour régler le thème une fois qu'il est mis sur la table par vous. Donc, dans quelques trucs et astuces, évitez de faire des préambules. Le président de commission risque de vous interrompre parce que dans le préambule, souvent les gens émettent aussi des opinions et les opinions sont réservées pour la deuxième partie. Par contre, un préambule sur où vous habitez par rapport au projet ou votre rôle dans la communauté, dans votre organisme, peut être aidant pour contextualiser votre question. L'autre chose, des questions ouvertes par rapport à des questions fermées. Alors, soumettre une question qui ne fait pas juste un oui-non. Donc, soumettre une question qui enclenche un dialogue entre les participants. Vous pouvez demander une confirmation. Si vous n'avez pas compris la réponse, c'est important d'aviser le président de commission pour avoir de l'éclaircissement. Vous pouvez, comme je vous disais, poser toujours des nouvelles questions sans répéter celles des autres. Il est possible que vous ayez manqué des séances publiques. Si elle a déjà été posée, le président de commission risque de vous résumer la réponse et vous aurez une autre question que vous pourrez poser. Toujours rester respectueux. Vous aurez toujours plus d'impact s'il n'y a pas d'accusation ou d'insinuation. Donc, restez dans l'élégance pour poser vos questions. Et n'ayez pas peur de votre formulation. La commission est là pour vous aider si c'est compliqué à formuler. Pour les initiateurs et les personnes ressources, c'est plutôt comment répondre aux questions en première partie. Alors, quelques trucs et astuces. Ne posez pas de jugement ou d'appréciation. Hein. Donc, on a des fois le réflexe de dire c'est une excellente question ou faire un non-verbal qui suggère que c'est une question que vous n'aimez pas. À ce moment-là, évidemment, le public peut sentir que vous favorisez plus des thèmes de certains citoyens que d'autres. Alors, en vue d'éviter les perceptions du public, posez aucun jugement, ni positif ni négatif. Vous prenez la question, vous y répondez. Ayez de l'écoute active aussi. Ça peut aller très, très vite dans la commission. Il faut toujours être prêt à recevoir la question du président de la commission. Alors, soyez très actifs et vous pouvez vous faire aider, évidemment, par votre équipe. Évidemment, on est toutes web diffusées. Votre équipe a accès à toute l'information qui se passe durant les séances publiques. Offrir une réponse claire et pédagogique. Vous savez que dans une étude d'impact, il y a plusieurs mots qui sont incompréhensibles pour les gens qui n'arrivent pas avec des formations. Même des gens qui sont très instruits peuvent avoir une formation très différente de la vôtre. Alors, choisissez des mots pédagogiques. Soyez précis, complets et concis. Concis particulièrement parce qu'on est là pour le public, on est là pour écouter le public. Il ne faut pas non plus expliquer trop en détail et trop long. Et le président de commission pourrait vous interrompre justement parce qu'il y a trop de temps à consacrer aux détails techniques. Et n'oubliez pas l'initiateur ainsi que les personnes ressources continuent à répondre, à échanger avec la commission après les séances publiques. Alors, il y aura toujours un moment où on pourra continuer le dialogue sur certains thèmes plus techniques. Donc, si vous ne connaissez pas la réponse immédiatement, vous nous faites signe, vous nous dites que vous ne l'avez pas maintenant, mais que vous allez nous la donner idéalement à l'intérieur de la séance parce que les citoyens qui sont dans cette séance ne seront peut-être pas là le lendemain, alors il va attendre sa réponse.
Et dernièrement, le porte-parole que vous choisirez, idéalement, il doit être capable de prendre des engagements pour répondre à la commission et aux questions du public. L'information exigée, comme on vous disait, les commissaires ont un pouvoir d'enquête. La commission peut exiger des éléments névralgiques à son enquête. Et les participants ont aussi des recours pour faire valoir la confidentialité. Donc, en réalité, si le document est confidentiel, vous le remettez sur un scellé confidentiel. La commission vérifie si l'information qu'elle recherche y est. Si elle n'y est pas, elle peut laisser tomber. Si elle y est, et bon, il y a des rencontres qui doivent se faire pour voir comment elle peut être utilisée sans causer de préjudice à quiconque. Oups. Donc, dans la partie 2, dans le fond, dans la partie 2, excusez-moi. Dans la partie 2, dans la salle, il y a seulement la commission et le public. Évidemment, les initiateurs et les personnes ressources peuvent écouter en ligne, mais ils n'ont pas un rôle particulier dans la séance de la partie 2. C'est vraiment la commission qui écoute le public et qui pose des questions pour s'assurer qu'ils ont bien compris l'opinion. Les rôles dans la deuxième partie, donc le public, c'est de présenter les faits saillants de leur mémoire. Donc, ceux qui vont avoir donné une mémoire, il n'est pas recommandé de le relire au complet. N'oubliez pas que votre mémoire est publique après votre présentation. Alors, vous devriez plutôt en profiter pour présenter les faits saillants et même d'ajouter un peu de contexte pour la commission. Et ces propos additionnels seront retranscrits aussi. Aussi de répondre aux questions de la commission par rapport à votre opinion. Pour l'initiateur, c'est de rectifier les faits au besoin et la même chose pour les personnes ressources. Rectifier les faits, il y a vraiment une procédure de rectification qui sera expliquée dans vos rencontres préparatoires, mais en gros, ce que ça dit, c'est que ce n'est pas de rectifier l'opinion d'un citoyen ou d'un des participants, mais bien un fait. Donc, une date, une quantité. Ça arrive dans l'audience qu'il y a des gens qui font des erreurs là, dans les dollars. Donc, c'est juste de profiter. Le président de la commission va vous inviter à un droit de rectification et vous aurez un moment pour le faire. Alors, comment présenter votre opinion en deuxième partie? Alors, vous pouvez soumettre un mémoire écrit, mais aussi oral. Donc, il n'y a pas d'enjeu si vous ne voulez pas vous mettre à écrire. Vous pouvez présenter verbalement aussi votre opinion. Ce qu'on cherche dans votre opinion, c'est de savoir en quoi le projet vous intéresse. Quelles sont vos principales préoccupations? Comment ça influence l'environnement et votre qualité de vie? Pourquoi, selon vous, est-ce que le projet est acceptable? S'il n'est pas acceptable, quelles conditions pourrait-il remplir pour qu'il devienne? Et quelles sont vos suggestions pour améliorer le projet? Alors ça, c'est notre attente par rapport aux mémoires que vous pourriez produire. Quelques trucs et astuces parmi tous les mémoires qu'on reçoit. N'oubliez pas qu'il est impossible pour vous de tout lire. Alors, il faut prioriser les enjeux. Alors, premièrement, partagez vos connaissances particulières du milieu. Évidemment, c'est vraiment la contribution la plus importante du public qui habite près du projet ou qui habite dans la région, c'est de partager vos connaissances du milieu avec des données ou un témoignage. S'il y a 15 citoyens qui donnent un témoignage qui concorde, c'est quand même intéressant pour nous, des témoignages différents. Évitez les généralités et les longs mémoires. Donc, si vous portez sur vous l'ensemble de l'opinion de l'ensemble du projet, il est possible que vous restiez dans les généralités parce que c'est difficile de creuser. Alors, on vous recommande plutôt de cibler des enjeux et de creuser. L'exemple que je donne souvent, c'est une famille qui avait soumis 5 mémoires. Donc, 5 membres de la même famille avaient soumis 5 mémoires. Chacun avait pris un enjeu et l'avait approfondi. On a eu 5 mémoires de qualité qui donnaient comme un grand mémoire collectif de la famille. Collaborer avec les membres de votre communauté pour vous départir les enjeux. Vous pouvez, comme ça, réduire la tâche de travail juste sur vos épaules. Partagez aussi votre vision du développement. Parfois, les citoyens nous parlent de vision du développement, mais ils n'élaborent pas cette vision. Ça peut être une vision partagée avec plusieurs membres de votre communauté aussi. N'oubliez pas de rester poli en tout temps. Vous serez beaucoup mieux entendu et convaincant.
Éviter de transmettre plusieurs mémoires identiques. La commission ne fera pas de comptabilité. On n'a pas nécessairement une participation 100% représentative. Alors, il est mieux de faire avancer l'enquête avec plusieurs enjeux différents. Et n'oubliez pas de faire confiance à l'effet de groupe, donc de l'ensemble des citoyens qui vont aborder plusieurs enjeux similaires. Ou différents, excusez-moi, différents. Après les séances publiques, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est la lecture, l'analyse, l'écriture et le questionnement. Donc, la commission continue ses questionnements aux personnes ressources et à l'initiateur et commence à construire son rapport. N'oubliez pas que le BAP prend un angle de développement durable. Donc, nous regardons le projet dans une perspective à long terme sur les 3 grands piliers du développement durable, donc la société, l'environnement et l'économie. Alors, pour des enjeux sociaux, on va s'intéresser à la notion de qualité de vie, de cohésion sociale, développement humain durable. Pour les enjeux environnementaux, on va s'intéresser notamment aux notions de biodiversité et de protection de l'environnement, notamment les espèces menacées. Et pour l'économie, on pourra s'intéresser aux répercussions locales et régionales, ainsi que les effets sur les finances publiques. Alors, la démarche d'analyse et d'enquête, donc c'est à peu près comme 6 semaines après la partie 2. La commission, elle agit de manière démocratique. On a une équipe d'à peu près 7 à 10 personnes et on doit tous se convaincre des enjeux qu'on souhaite vraiment aborder et qui sont scientifiquement solides. Alors, les questions qu'on se pose d'abord, c'est quels sont les sujets abordés dans les consultations de l'initiateur, donc avant même le BAP, et dans les médias. Quels enjeux les participants aux audiences du BAP ont soulevés? Quel diagnostic a été posé par l'initiateur dans son étude d'impact? Quelles questions les personnes ressources ont-elles posées à l'initiateur? Les documents déposés et tirés de la littérature divergent-ils de ceux provenant de l'initiateur? Est-ce que les enjeux à plus long terme associés au développement durable ont été pris en compte? Et enfin, quels sont les enjeux névralgiques à la décision du ministre selon la commission? Ensuite, c'est le rapport du BAP. Alors, comment lire le rapport du BAP? Premièrement, à chaque section du BAP, donc dans les enjeux, vous allez trouver des constats et des avis. Donc, c'est des points de chute que vous trouvez en italique. Les constats, c'est une observation de la commission qui se trouve souvent à faire un sommaire de ce qui est important dans la section qui a été écrite. Et l'avis, c'est une opinion de la commission qui est souvent accompagnée d'une action à poser, soit pour une personne ressource, soit pour l'initiateur. Le rapport du BAP inclut une section qu'on appelle « Faits saillants » qui ressemble à un résumé, qui est la sélection des idées principales de la commission et du public relatives au projet. Donc, un peu comme le résumé de l'étude d'impact, c'est le document que vous voulez lire en premier. Il y a un chapitre qui est consacré aux préoccupations du public. Souvent, le chapitre 2, des fois c'est un chapitre 3, mais c'est un chapitre qui est consacré à tout ce que vous avez apporté à la commission. Et les autres chapitres, c'est des chapitres d'analyse. Donc, les chapitres d'analyse traitent de l'enjeu et bâtissent l'argumentaire avant de se rendre à l'avis. Et finalement, il y a la conclusion, qui est une position d'ensemble de la commission qui se prononce sur l'acceptabilité du projet et des suggestions pour l'améliorer. Après le rapport du BAP, qu'est-ce qui se passe? Alors, on revient au graphique d'ensemble, d'ailleurs, qui se trouve sur le site du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Alors, il y a le rapport du BAP s'il y a eu une audience ou une consultation ciblée ou une médiation. Et il y a le rapport du ministère qui se rend au ministre. Et le ministre formule sa propre recommandation qui donne au Conseil des ministres pour la décision gouvernementale. Cette période-là n'est pas réglementée. C'est à la discrétion du gouvernement de prendre la décision sur le projet et d'émettre son décret. Voilà, ça termine mon bloc 2 de l'information sur comment vous préparer. J'espère vraiment avoir répondu à plusieurs de vos questions. Et s'il y a des informations qui manquent, c'est à ça que sert notre période de questions maintenant.
Merci beaucoup, Julie Forget, vice-présidente du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Et merci à vous tous qui assistez ce midi à cette espèce de webinaire qui porte sur ce que nous sommes au BAP. On a effectivement des questions déjà reçues, tant par Facebook, qu'il y en a au moins 3, que par courriel. On me dit qu'il y en a au moins 5. Vous pouvez nous les faire parvenir toujours, donc soit en commentant tout simplement sur la page Facebook ou par courriel à l'adresse communication@bap.gouv.qc.ca. Et à ce moment, celle qui va relayer votre question, c'est notre collègue Karine Lavoie, que nous allons joindre à l'instant avec une nouvelle question du public. Karine? Oui, alors Pierre, nous avons une première question pour une personne qui préfère garder l'anonymat, pardon. Alors, sa question. Bonjour, pouvez-vous expliquer la différence des projets adressés dans le cadre d'audience publique du BAP versus les projets d'audience assujettis au processus fédéral? Voilà. Ah, mais c'est effectivement, c'est très différent parce que le gouvernement fédéral n'a pas les mêmes responsabilités liées à l'environnement que le gouvernement provincial. Il y a vraiment beaucoup de différences. En réalité, on pourrait faire un bon 15 minutes juste là-dessus. Et je ne maîtrise pas entièrement le processus fédéral, mais en fait, ce que j'entends de ça, c'est que ça pourrait être intéressant de faire un thème là-dessus éventuellement, mais je n'ai pas l'information que vous cherchez. Par contre, ce que je peux faire, c'est que d'ici, on s'est engagé d'ici mardi midi prochain à vous mettre des choses sur Facebook. Je pourrais vous donner les hyperliens fédéraux et provinciaux et peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait déjà écrit sur les différences entre les deux qui pourrait vous aider à vous préparer. Et d'ailleurs, corrigez-moi si je me trompe, Julie, mais nous allons au BAP d'ici mardi mettre disponible pour ceux et celles qui le souhaitent la présentation de ce midi. Oui, bien sûr. Alors, c'est peut-être un outil qui pourra vous servir pour référence ultérieure. On a une autre question par courriel, Karine? On t'entend pas. Oui, excusez, il y a un délai de 2-3 secondes entre le moment où j'active mon micro. Donc, la deuxième question vient de Mme Héloïse Rondeau. Bonjour, j'aurais une question pour la séance d'information du BAP. Je n'ai pas encore vu mentionner le processus de facilitation. Est-ce un processus encore utilisé par le BAP? Alors, le processus de facilitation, en fait, on est en train de l'étudier parce qu'en ce moment, on investigue différentes manières pour, par exemple, quand on a des mandats qui sont plus génériques à long terme, on a des mécanismes participatifs nouveaux qu'on peut utiliser. La facilitation a déjà été utilisée une fois, mais effectivement, il n'a pas été refait depuis, à ma connaissance. Par contre, il n'y a pas d'intention de ne plus l'utiliser ou de l'utiliser. Il fait partie des mécanismes disponibles à la commission d'enquête. C'est la commission d'enquête qui décide pour chacun de ces projets quelle sera sa stratégie de consultation du public. Et si je peux me permettre d'ajouter, c'est que la facilitation n'est pas un mandat que le ministre peut donner au BAP. Non, mais c'est plus un mécanisme participatif qui peut être appliqué à certains mandats du BAP. Exactement. Puis je voulais préciser aussi que pour la période d'information publique, je ne l'ai peut-être pas dit là, dans la présentation, le BAP présente son processus et l'initiateur présente son projet et c'est le BAP qui assure l'animation et qui reçoit les questions du public et qui les transmet à l'initiateur. Donc, ça assure une animation différente de l'initiateur. Madame Forget, une question par Facebook maintenant qui vient d'Alexandre Turgeon. Il fait encore référence à la lettre ouverte du 10 mars qui a été signée par notre président Philippe Bourque. Donc, M. Turgeon relate que M. Bourque affirmait que le BAP était un puissant rempart contre les distractions, les préjugés, les titres accrocheurs, les nouvelles instantanées, les visions partielles et à court terme. Donc, sa question, on devrait s'attendre à ce que les commissaires, dans leur rapport, fassent leur analyse en fonction uniquement de ce qui se dit en audience, en première ou en deuxième partie, et en se fiant aux documents déposés à sa demande, et que les commissions soient étanches en tout temps à ce qui se dit dans les médias durant l'audience et pendant la rédaction des rapports. Je comprends la question, puis je comprends la position de M. Turgeon. Par contre, je veux vraiment préciser que le BAP, c'est une institution qui a un double mandat. Hein? Il y a un double mandat. Il y a un mandat de consultation publique et d'enquête.
Ce que ça veut dire, c'est que la commission peut peut décider d'aller dans une direction qui n'est pas la même que le public. Par exemple, si le public n'a pas identifié un enjeu c'est possible. Des fois, on a des petites commissions où il n'y a pas tellement de citoyens. Disons qu'il y a une trentaine de citoyens, puis il y a un enjeu qui est quand même important. Et la commission peut décider d'initier une analyse sur un enjeu qui n'a pas été apporté par le public. Donc, c'est tout à fait possible. Et évidemment, c'est son rôle. En général, on construit sur la consultation du public. Donc, les audiences qui ont été, qu'il y a eu beaucoup de gens, généralement, ça occupe la commission beaucoup juste d'investiguer sur les préoccupations du public. Toutefois, c'est ça, c'est un double mandat. C'est la force d'un bureau comme le BAP. Il n'y en a pas ailleurs dans le monde qui ont ce double mandat et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup d'organisations gouvernementales ailleurs dans le monde qui nous envient. On peut peut-être ajouter aussi que le BAP n'est pas décisionnel. Le BAP, en fait, c'est un outil d'aide pour la prise de décision auprès du ministre de l'Environnement. Par analogie, on pourrait dire que c'est un peu le même principe que si vous embauchez un inspecteur avant l'achat d'une maison. Ça se peut qu'il y ait des surprises, ça se peut qu'il y ait des mises en garde, ça se peut qu'il y ait des choses que vous n'aimiez pas lire, mais au moins vous allez prendre une décision plus éclairée que si vous ne l'aviez pas fait inspecter. Donc, on est un outil d'aide pour la prise de décision, un outil de plus dans le cas. Il faut aussi savoir que pendant tous nos mandats, le ministère de l'Environnement poursuit son travail d'analyse en parallèle et il y a eu au préalable une étude d'impact environnemental. Et enfin, un rapport compte souvent 400 pages. Encore faut-il le lire dans son intégralité pour souvent se rendre compte que tous les aspects, toutes les questions ont effectivement été abordées, même si les conclusions peuvent parfois ne pas aller nécessairement dans le sens où on pensait, où on souhaitait que ça irait. On a une autre question, je pense, par courriel, Karine Lavoie. Oui, effectivement. Donc, en fait, vous l'avez mentionné, mais je pense que pour le bénéfice de tous, ce serait bien de répéter. Alors la personne mentionne qu'elle a manqué les premières minutes de la diffusion. Est-ce que la présentation PowerPoint est disponible ou peut nous être envoyée par courriel? Elle va être mise sur la présentation PowerPoint ainsi que le Facebook va être mis sur notre site web à la fin. Donc dès aujourd'hui. Hein? Je ne sais pas, ça va être quand. Oui. Je ne vais pas m'engager pour notre équipe de technologie de l'information qui sont très, très occupés. Donc, mais bon, d'ici, j'imagine, la fin de la journée ou peut-être lundi. Voilà. Alors, une autre question maintenant, elle est de Jean-Philippe Gendron-Bouchard. Madame Forget, est-ce qu'il y a un délai maximal à l'intérieur duquel le ministre doit se prononcer sur l'acceptabilité de l'étude d'impact et le besoin ou non de demander au BAP de tenir une consultation, une commission d'enquête ou une médiation? On parle ici, si je vais être sûr que je comprends bien, là, c'est la recevabilité de l'étude d'impact. Le délai maximal à l'intérieur duquel le ministre doit se prononcer. En fait, c'est pas le ministre, c'est le ministère qui se prononce sur la recevabilité de l'étude d'impact. Et oui, il y a des délais. Je ne veux pas, par contre, m'engager pour le ministère. Là, donc, les délais, ils sont vraiment sur leur page web. Mais oui, les ministères ainsi que le BAP, nous avons des délais pour répondre aux questions. Comme on disait tout à l'heure, c'est plus la décision du ministère là, qui est plus du ministre après qu'on ait les deux, autant le ministère que le BAP remis nos rapports, que là, il n'y a pas une restriction, là, c'est à la discrétion du gouvernement. Et si je peux me permettre, avant d'aller rejoindre Karine Lavoie pour une prochaine question par courriel, je peux peut-être ajouter que dès le dépôt de l'étude d'impact, le ministère doit généralement envoyer sa recommandation au gouvernement à l'intérieur d'un délai de 13 mois. Le temps que le ministère prend pour analyser l'étude d'impact avant de le déclarer ou de la déclarer recevable entre en général dans ce délai, mais ça exclut le temps que l'initiateur prend pour répondre à certaines questions que le ministère peut lui adresser. Alors, le BAP, lui, doit se faire à l'intérieur de ce délai de 13 mois. Karine? Oui, alors, prochaine question, cette fois-ci d'un monsieur. Alors, il s'agit de monsieur Daniel Bégin, qui est membre du collectif Virage. Alors, voici sa question. Il veut revenir en fait sur les diapos de début. Alors, au sujet de la nouvelle loi 66 adoptée hier, pouvez-vous répéter les changements que cela implique à l'avenir dans le processus du BAP? Les deux changements principaux, c'est que le BAP c'était le BAP qui recommandait
au ministre les 3 types de mandats qu'on jugeait à propos pour les requêtes que les citoyens avaient envoyées. Donc, de choisir une médiation, une consultation ciblée ou une audience publique. Donc, ça, c'est maintenant le ministre qui va le faire. Mais n'oubliez pas que nous recommandions, et le ministre pouvait avoir une autre opinion que nous dans la version pour l'ensemble des autres projets. N'oubliez pas que la PL 66, c'est seulement certains projets que vous trouverez à l'annexe. Donc, c'est la recommandation du BAP. Donc, c'était 20 jours. Je crois que l'objectif, c'était d'économiser ce 20 jours. Et que les citoyens, le deuxième changement, c'est que les citoyens vont pouvoir faire une requête pour une médiation et une consultation ciblée. Mais l'audience publique va aller plutôt directement, dans le fond, sera déclenchée directement par le ministre ou pas. Une autre question par Facebook, Mme Forget. Est-ce qu'il peut y avoir contingentement l'année prochaine au BAP, vu le nombre élevé de grands projets qui risquent d'être soumis à la procédure? En fait, il y a pour la planification des mandats, en général, évidemment, on va engager, si on est obligé d'engager, on n'a pas de contrôle, le BAP, sur le volume qu'on reçoit. Il y a des années, et ça fluctue, c'est très variable. Je vous dirais qu'en moyenne, on a 6 à 7 commissions par année, si on regarde les 40 dernières années. Cette année a été particulière, l'année de la pandémie. Peut-être qu'effectivement, il va en avoir plus l'année prochaine, mais il y a un travail de planification qui se fait avec le ministère parce que, évidemment, il faut s'assurer qu'on a les bonnes ressources au bon moment et on a une planification assez long terme pour voir si on doit engager ou pas. Alors, il n'y a pas de souci de contingentement de prévu. Karine Lavoie, une autre question par courriel? Oui, alors, une personne qui préfère garder l'anonymat, je voudrais savoir comment la pandémie a changé les procédures du BAP. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'intervenants? Est-ce que ça pourrait changer les procédures du BAP à long terme? La pandémie n'a pas changé les procédures. Toutes les procédures sont exactement les mêmes qu'avant. La grande différence, c'est qu'on ne se rend pas en région. Donc ça... Et c'est une déception aussi pour les membres de l'équipe de la commission, je dois vous dire. C'est important quand même pour nous de rencontrer la communauté. Mais nous n'avons pas d'autre option en ce moment que la consultation numérique. Et je crois que notre équipe de technologie de l'information et des communications ont fait un travail fabuleux pour tenter d'imiter l'expérience du BAP en temps normal. Par contre, nous sommes tout à fait conscients des enjeux liés à ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, ce n'est pas tous les gens qui sont à l'aise avec les technologies de l'information. Et à ce titre, on a notre équipe qui fait un accompagnement là, en amont des gens qui vont participer. Donc, les gens doivent s'inscrire à un registre. Ils ont un accompagnement pour pouvoir participer. Parmi les gains, toutefois, c'est qu'il y a des gens qui ne seraient peut-être pas venus à cause du temps de déplacement qui viennent. Alors, il y a quand même, c'est un peu trop tôt pour faire un bilan d'ensemble. Je vous dirais que là, ça fait quoi depuis le 13 mars, en réalité, depuis le confinement de la pandémie, que nous fonctionnons entièrement numérique. Nous avons eu un mois, je crois, de pause là où on a dû s'organiser. Mais ça va être très important de faire un bilan parce que pour nous, de perdre, on veut juste gagner des gens, on veut pas en perdre. Alors, on fait le travail possible. Donc, d'ailleurs, cette formation aujourd'hui, c'est une des raisons, c'est qu'on veut faciliter votre contribution malgré la contrainte que peut représenter pour certains les consultations numériques. Et un autre exemple de ce que vous évoquez, Mme Forget, c'est qu'au plus fort de ce webinaire, nous étions presque 200 personnes de toutes les régions du Québec à être branchées pour entendre votre présentation. Il faut dire aussi qu'au printemps, quand le ministre a recommencé à confier des mandats au BAP et que nous devions exécuter ces mandats uniquement en mode numérique, on s'est posé un certain nombre de questions. On a fait des périodes d'information, on a fait des consultations ciblées, on a même fait des mandats d'audience depuis. Et on s'est aperçu qu'il y avait effectivement une fracture numérique, mais possibilité quand même de participer par courriel, par téléphone, qui sont des moyens plus universels qu'Internet. Il y avait possibilité de nous soumettre des questions. Alors, comme vous l'avez évoqué, il y a des gens qui étaient bien contents de ne pas avoir à se déplacer. Vous savez, on est dans un contexte où souvent les deux conjoints travaillent. C'est pas nécessairement facile si on a des enfants que de concilier le travail, la famille et des séances ou des audiences du BAP en soirée, alors que de pouvoir nous suivre à distance et même en différé, parce que c'est possible de le faire, bien, c'est des choses positives qui sont ressorties de ce COVID. Et assurément, soyez certains que la haute direction du bureau
dont fait partie Mme Forget, va faire toute la réflexion et tout le post-mortem sur ce qu'on doit garder et ce qu'on doit jeter de cette expérience assez inédite pour tout le monde reliée au COVID-19. J'aimerais juste faire une petite mention à la régie. Est-ce qu'on voit l'écran de moi et Pierre, moi et M. Turgeon? Oui, OK. Parce que moi, ce que je vois, c'était pas ça. Je voulais juste vérifier. Et je pense que Karine a encore une autre question par courriel à nous soumettre. Oui, Pierre, en fait, pour l'instant, c'est tranquille du côté de l'adresse courriel, donc on peut peut-être en profiter pour répéter l'adresse. Alors, c'est communication@bap.gouv.qc.ca. Et moi, j'ai des questions Facebook pour vous, Mme Forget. Il y a Éric Franqueur qui se demande, est-ce que le rapport que fait le ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques est aussi rendu public comme le sont systématiquement tous les rapports du BAP? Il l'est, mais il est public après le BAP et en général assez proche de la décision gouvernementale parce que ça fait partie de la dynamique d'études. Hein. Dans le fond, le ministère peut accompagner à la demande du ministre certaines analyses, donner des conseils. Alors, c'est ce que moi j'en sais. Par contre, je vais vérifier avec mon équipe pour vous donner une réponse plus exacte et je le mettrai dans le fil Facebook. D'accord. Il y a M. Laroche qui nous demande s'il est possible de prévoir des sommes pour faire réaliser des études indépendantes, parce que, selon M. Laroche, en tant que citoyen, on n'a pas nécessairement des sommes suffisantes pour faire réaliser des études d'impact autres que celles qui sont fournies par le promoteur ou l'initiateur du projet. C'est pas dans le mandat du BAP. En fait, nous, notre mandat, il commence après, hein, dans le fond, que l'étude d'impact ait été jugée recevable par le ministère. Alors, ce à quoi vous faites référence, c'est pendant l'étude d'impact ou à la suite du dépôt de l'étude d'impact par l'initiateur. Ce que vous aimeriez, on l'a déjà vu, c'est d'avoir un expert indépendant qui vienne voir, vienne vous aider à saisir les principaux enjeux et voir si c'est de bonne qualité. Effectivement, ce n'est pas un service que le BAP offre. Par contre, n'oubliez pas que dans la partie 1 de nos audiences, on réunit l'ensemble de l'expertise québécoise associée à ce projet-là. Donc, c'est l'initiateur, bien sûr, mais c'est aussi les ministères, des gens des différents ministères. Il y a aussi le ministère de l'Environnement qui repasse au peigne fin l'étude d'impact au complet avec tous les experts dont il dispose. Et donc, à la partie 1, en général, ça vous donne une très bonne idée de la réflexion autant des ministères que même par les questions que les commissaires peuvent poser. On n'est pas trop loin de l'étude indépendante que vous souhaitez. Mais non, nous n'avons pas de projet de finances pour ce genre d'exercice-là pour l'instant. Il y a Pierre-Luc Gravel qui veut savoir, Mme Forget, est-ce que le BAP a de plus en plus de demandes d'audience et est-ce qu'éventuellement le BAP pourrait être débordé et devoir faire des choix entre les besoins d'études? Les besoins d'études. Peut-être dans le cas d'un mandat d'audience mais il faut savoir que dans le coffre d'outils du BAP, il y a 3 possibilités de mandat. La médiation, quand c'est des enjeux qui sont très, très, très restreints, peut durer 2 mois. Une consultation ciblée dure 3 mois et fait en sorte que la première et la deuxième partie sont comme unifiées, donc en une seule et unique partie. Et un mandat d'audience dure toujours, sauf exception très rare, 4 mois. Et il faut dire que ce n'est pas le BAP qui a à faire l'arbitrage entre les mandats, c'est le ministre qui nous mandate et c'est évidemment lui qui décide des dates de début. Je vais répondre ce que je comprends de votre question, puis si je n'ai pas répondu, reposer une question dans Facebook. En fait, ce que je comprends, c'est que première question, dans votre question, il y a une première question qui est sur le volume, donc combien de personnes, est-ce qu'il y a plus de requêtes qu'avant? Puis l'autre portion, c'est la crainte qu'il y ait de la congestion. Bon, pour la congestion, je l'ai répondu tout à l'heure. Dans le fond, il y a une planification qui se fait avec le ministère. Donc, il n'y a pas de risque de congestion. On a vraiment une équipe ici à l'administration qui va s'assurer que tout citoyen a le droit au même service à chaque fois avec la même qualité. Pour l'aspect de l'augmentation des requêtes, c'est pas, pour l'instant, on n'a pas observé ça. Par contre, la consultation ciblée, on en a eu 3 cette année. On n'avait jamais eu ça avant. Donc, il y a plusieurs nouveautés qui arrivent. Je pense que la réponse à cette question va venir
peut-être l'année prochaine, où on va pouvoir faire un bilan de ça. Mais c'est clair qu'il y a un intérêt grandissant pour les questions environnementales. Donc, je pourrais vous dire qu'on sent un intérêt plus grand pour nos travaux, ce qui est une bonne chose. Mais on n'a pas les statistiques là, qui permettraient de corroborer et avoir une réponse précise à votre question. Par contre, dès qu'on le saura, les statistiques du BAP sont en général publiées dans notre rapport annuel de gestion. Alors, vous pouvez voir tous les détails de nos activités dans ce rapport annuel qu'on publie à chaque année vers le mois de juillet. Est-ce que c'est ça? Oui. À peu près, oui. Et parfois, c'est un peu plus tard, mais bon, c'est récurrent chaque année. Vous pouvez même aller voir là, celui de cette année, l'année passée. Vous allez déjà avoir des réponses à ces questions. Oui. En fait, une question, Madame la vice-présidente, qui s'adresse à quelqu'un qui est commissaire, c'est Alexandre Turgeon, qui souhaite savoir, en fait, il souhaite vous entendre sur le caractère imperméable qu'une commission du BAP devrait avoir vis-à-vis ce qui se dit dans les médias. Est-ce que vous êtes imperméable à ce qui se dit dans les médias, au bruit qu'il peut y avoir autour de mandats qui vous sont confiés? Mais en fait, les médias constituent une source d'information. Donc, on n'est pas imperméable dans la mesure où le conseiller aux communications nous envoie les différents documents qui sont publiés relatifs au projet. Donc, on les lit, on les regarde. Par contre, comme on dit, on a une perspective long terme. Donc, on les regarde, mais nous, on n'est pas décisionnel, on n'a pas d'action posée, on n'a pas d'impératif politique. Nous, on a un mandat d'analyse scientifique. Donc, on le regarde dans ce cadre-là. Alors, le bruit médiatique, c'est une donnée comme une autre. Mais dans le spectre analytique, c'est surtout l'analyse du long terme. Est-ce que le projet rencontre bien l'objectif fixé autant par le gouvernement que par l'initiateur? Voilà. Et il y a aussi le fait que c'est méconnu pour plusieurs. On s'appelle le Bureau d'audience publique sur l'environnement, mais dans les mandats qui nous sont confiés, ce n'est pas que les questions environnementales qui sont observées, qui sont analysées, qui sont étudiées. Non, bien sûr, mais disons que ce que je dirais, c'est que la question politique ne nous appartient pas. Nous ne sommes pas des élus. Donc, la contribution puis l'aspect complémentaire du BAP est la raison même pourquoi M. Marcel Léger, qui était responsable de l'environnement en 1978, avait créé le BAP. C'était justement pour dépolitiser l'analyse, pour que le ministre puisse profiter d'une analyse non politique et que lui ou elle fasse le choix politique qui lui incombe. Voilà. Je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer de nous soumettre vos questions en cliquant sur « Commenter ». Donc, dans l'onglet « Commentaires », on réussit à travers les invitations qui sont faites par tous les boubous et voyants de ce monde qui nous sollicitent en même temps que nous vous parlons sur Facebook. On peut peut-être même vous poser des questions. Est-ce qu'on a encore des questions à répondre? En fait, on va aller voir du côté de la boîte courriel avec Karine Lavoie. Oui, alors Pierre, de mon côté, il n'y a rien de nouveau depuis environ une dizaine de minutes. Alors, on invite quand même les gens à le faire. Oui, à écrire par courriel, pour ceux qui ne veulent pas justement nécessairement que ce soit public sur le fil Facebook. Moi, j'en profiterais pour vous poser une question. En réalité, je serais intéressée à savoir sur la liste de participants si avez-vous participé à un BAP? Hein? Oui ou non? Avez-vous déjà participé à un BAP? Est-ce que ça fait combien de temps? Parce qu'évidemment, souvent, ça peut prendre du temps entre deux BAP. On veut un peu savoir, dans le fond, est-ce qu'on a un public initié ou on a un public que c'est votre premier BAP? Hein? C'est un peu ça ma question. Alors, répondez sur le fil Facebook et je sais qu'il y a un petit délai, donc on va obtenir vos réponses un peu après. Et moi, sans que ce soit nécessairement des questions, il y a des commentaires qui seraient peut-être intéressants que tout le monde puisse entendre. Celui de Sarah Chabot qui explique que Facebook semble un problème d'accessibilité pour plusieurs personnes, notamment celles et ceux qui sont sur leur lieu de travail, puisque souvent l'employeur bloque l'accès à Facebook. Donc, la beauté de l'affaire, c'est que c'est enregistré, c'est conservé, c'est archivé sur le site. Donc, vous pouvez regarder le soir, la fin de semaine, à toute heure du jour, même pour les insomniaques, ça peut être... Mais il y a une raison quand même, c'était pas nécessairement notre premier choix de faire un Facebook Live. Là, c'est juste que, effectivement, si on fait par Teams, par exemple, nous, l'autre outil qu'on utilise, c'est par Teams, c'est que ça demande un travail de vérification de votre connexion Internet individuelle. Donc, vous comprenez qu'à 170 personnes, je pense que je me serais fait des ennemis parmi mon équipe de technologie de l'information. Mais je dis ça parce que c'est exigeant, dans le fond. Puis pour nos commissions, bien, c'est faisable parce que
qu'on a, on a un registre, on a des procédures qui nous permettent de le faire. Alors, on a choisi le Facebook Live avec les imperfections que ça peut avoir parce qu'on n'avait aucune idée si on allait être 15 ou 200 ou 300. Alors, on a préféré utiliser ce médium, mais nous en prenons bonne note. Mais comme ça sera, le PowerPoint va être public, ainsi que le Facebook Live, je crois que les gens qui n'ont pas Facebook au travail pourront le regarder aussi. Et pour nos mandats aussi, il faut savoir que plusieurs des mandats de période d'information publique et de commission d'enquête sont présentés en soirée. Donc, c'est aussi une façon de joindre un plus grand nombre de personnes disponibles. Un autre commentaire que j'ai à vous transmettre, celui de M. Stéphane Brown, qui dit « N'hésitez pas à transmettre le lien Facebook de votre présentation et la présentation PowerPoint à l'ensemble des députés qui pourra le faire suivre à l'interne aux employés des bureaux de comté. » M. Brown dit avoir trouvé l'exercice de ce midi très intéressant. Il est attaché politique avec le député de Beauce-Nord. Très bonne idée. Effectivement, que nos députés comprennent bien nos travaux. En fait, c'est pour n'importe qui. Là. Plus on comprend bien nos travaux, plus on peut bien participer et on a des meilleures enquêtes et des meilleurs, un meilleur service public. Alors, il est 13h04. Karine Lavoie, est-ce que vous avez reçu d'autres questions par courriel? C'est toujours tranquille de mon côté, donc il n'y a pas de nouvelle inscription pour moi. Et de mon côté, moi, j'ai des réponses à la question que vous soumettiez à nos internautes, à nos participants. Il y a des gens qui disent oui il y a quelques mois, non jamais pour Mme Chabot, pour M. Arsenault, pour Mme Héon. Il y a quelqu'un qui dit oui, j'ai suivi récemment celui du Lac-Blôme, mais c'était une première. Non, jamais participé pour 2 autres participants. Il y a quelqu'un qui a participé comme personne ressource déjà une dizaine de fois, donc un habitué du BAP. Et il y a quelqu'un qui dit que c'est cette semaine en tant que ministère qui aura éventuellement un premier BAP. Là, et elle a aussi participé à celui qui avait eu lieu pour le port de Kakuna. Un autre monsieur Jean Dionne nous dit qu'il a participé au BAP sur l'uranium et sur celui sur l'amiante. Ce sont des mandats que nous avions eus plus génériques, qui est un autre aspect qu'on a peu évoqué ce midi, mais ça arrive parfois que le ministre nous confie des mandats dits génériques. Voulez-vous élaborer là-dessus un peu, effectivement, Julie? On a plusieurs types de mandats autres que la loi sur la qualité de l'environnement. Donc, la loi sur la protection et la conservation du patrimoine naturel, donc les aires protégées, on a ce type de mandat-là. Ce qu'on appelle un mandat générique, c'est un mandat qui est plus une grande question environnementale. Ça, on en a eu dans l'histoire du BAP, on en a eu 11. Et là, il y en a une qui a été annoncée dans les médias, là, mais qui n'a pas été annoncée encore dans les dates précises là, sur les résidus ultimes que vous avez sûrement vu circuler. Vous aurez les dates là, quand ça sera déterminé. Mais puis il y a eu la générique récente sur l'amiante, en fait. Oui. Donc, c'est souvent des questions environnementales qui n'y a pas vraiment un projet en tant que tel, mais qu'il y a une complexité qui fait que le ministre juge que, bon, comme c'est vraiment lié à l'environnement, puis on veut réunir les gens pour régler certaines problématiques, c'est parfait, ce type de mandat. Puis l'autre mandat, type de mandat qu'on a, donc lui, puis je crois les parcs, il y a des modifications de loi qui s'en viennent qui peut-être pourront déclencher aussi des commissions d'enquête. Et il y a toujours d'autres participants qui nous expliquent avoir participé au BAP 2 fois pour le promoteur, 2 fois comme expert pour M. Godard. Il y a M. Eppel qui dit qu'il a participé à plusieurs en tant que consultant ayant produit l'étude d'impact. Étienne Drouin a fait 3 BAP dans les 7-8 dernières années. Isabelle Falardeau dit pas encore. M. Laroche, 2 BAP. Et je vous dirais que c'est assez partagé entre ceux qui déjà ont participé à nos travaux et ceux qui n'ont jamais été pris ou partie prenante à un BAP. C'est le cas, par exemple, de Michel Bolduc. Donc, peut-être une autre question que j'aurais à poser, c'est donc, est-ce que la formation que vous venez de recevoir, donc le matériel qu'on vous a présenté, a permis de compléter votre connaissance du BAP pour ceux qui l'avaient, dans le fond, ils avaient déjà participé à un BAP? Quelle information vous auriez aimé voir que vous n'avez pas vue? Parce que c'est notre première édition et nous sommes très ouverts à modifier en fonction de votre satisfaction. Aussi, si vous voulez nous indiquer votre satisfaction, très satisfait, chose à améliorer, hein, quelque chose comme ça nous ferait plaisir de l'entendre dans le fil Facebook. Voilà. Aidez-nous à nous améliorer parce qu'il y en aura d'autres, des activités comme celles que nous vous avons proposées pour la première fois ce midi. Il n'y a toujours pas d'autres questions par Facebook et, sauf erreur, Karine Lavoie, il n'y en a pas non plus de votre côté?
Au contraire, Pierre, je suis très contente de vous dire, oui, on a une nouvelle question, donc une personne qui préfère par contre garder l'anonymat. Alors voici la question. Est-il possible d'avoir plus de détails sur les délais d'audience publique et consultations ciblées? On parle de respectivement 4 mois et 3 mois. Est-ce possible d'avoir plus de détails sur ces... Attendez, il faut que j'agrandisse le message. D'avoir plus de détails, donc, décortication des étapes de ces délais. Oui, écoutez, premièrement, j'aurais envie de faire référence au mandat en cours. On a en ce moment des mandats de consultation ciblée. Alors, vous pouvez aller sur le site du BAP. Notre site Web a une ligne du temps pour chacun de nos projets avec des dates. Ça vous permet vraiment de voir la mécanique précise d'une consultation ciblée et d'une audience publique. Alors, je ne sais pas si tu pourrais me les trouver, Pierre, ou quelqu'un, quelles sont les consultations ciblées en cours ou terminées là, qui sont facilement accessibles pour le public. Et même chose pour les audiences publiques. Alors ça, c'est pour le détail que vous voulez recevoir. La nuance entre les deux, c'est vraiment que la consultation ciblée a seulement une seule partie. Donc, dans la partie qu'on a, il y a on pose des questions et on donne des opinions en même temps. Donc, comme c'est des enjeux plus ciblés, normalement, c'est quand même assez... On en a 3, de fait. Récemment, on les étudie pour voir justement comment ça va. Il y a quand même certains avantages, désavantages par rapport à l'audience publique, mais ça fonctionne assez bien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet aussi aux citoyens souvent d'apporter de la connaissance citoyenne de manière plus improvisée, dans le sens qu'il n'y a pas le 21 jours pour écrire le mémoire. Donc, on peut avoir cette connaissance-là directement dans les parties jumelées. Donc, on perd 1 mois, on perd aussi du temps d'analyse, mais en principe, on a des cibles. Donc, la lettre mandat du ministre a des cibles. On n'aborde pas tous les sujets, on aborde les cibles. Par contre, si vous nous amenez des nouveaux enjeux, la commission va évidemment être à l'écoute. Si l'enjeu est important, va l'aborder malgré le fait que ce n'est pas nécessairement précisément dans la cible, mais on se concentre sur les cibles généralement pour justement arriver dans 3 mois à vous donner un rapport de haute qualité. Moi, je peux répondre à votre question sur les mandats en cours présentement. Nous avons 5 mandats d'audience qui soit sont en cours ou sur le point de commencer. En résumé, bien, il y a celui qu'à peu près tout le monde a entendu parler, un mandat costaud, celui de GNL Québec. C'est commencé depuis le 14 septembre, ça prendra fin le 13 janvier. Il y a aussi celui sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique de Lachenay, commencé le 28 septembre avec une fin le 27 janvier. Le projet d'augmentation des cheptels laitiers de 2 fermes, la ferme Lancy et la ferme Landrinoise, c'est à Saint-Albert, à proximité de Victoriaville, commencé depuis le 12 octobre pour une fin le 11 février. Et le projet d'augmentation de la capacité d'entreposage des résidus miniers et des stériles de la mine de fer du lac Blum, on l'a évoqué il y a quelques minutes, c'est commencé depuis la mi-octobre, le 19 octobre, et ça prendra fin le 18 février. Un autre mandat commence la semaine prochaine ici même à Québec, celui du projet de stabilisation des berges de la plage Jacques-Cartier, début 14 décembre avec une fin le 13 avril. Et le BAP, présentement, Mme Forget, a un seul mandat de consultation ciblé. C'est le projet de stabilisation des berges de la baie Saint-François par la ville de Salaberry de Valleyfield. Donc, un mandat de 3 mois. À Salaberry de Valleyfield, ça commence plutôt le 14 décembre et ça prendra fin le 12 mars. Si vous voulez consulter un mandat terminé, donc il y a 2 autres consultations ciblées qui sont terminées et qui sont sur le site en ligne. D'ailleurs, c'est une recommandation que je vous fais comme formation à la suite de cette formation de 40 minutes à peu près. Vous pouvez aussi aller étudier un mandat. Dans le fond, vous pouvez rentrer dans un des projets qui vous intéresse, qui est terminé, qui est passé, et d'aller consulter certaines de nos séances. Donc, mettons je vous conseille la première séance publique de la partie 1, ainsi que la première séance publique de la partie 2. Ça vous donne une très bonne idée comment ça fonctionne. Je vous suggère d'aller voir celles qui étaient en personne, donc peut-être les plus vieilles avant le 13 mars, pour voir comment ça marche en personne. Si vous avez une audience qui s'en vient rapidement, qui risque d'être dans la pandémie, alors peut-être d'aller voir une numérique pour plutôt avoir la bonne ambiance ou le bon fonctionnement pour votre réalité. Mais moi, je trouve que c'est très, très formateur d'aller consulter un dossier en tant que tel pour voir comment ça marche, sans aller tout lire et tout voir, mais d'aller un peu faire un scan, parce qu'on voit très bien comment ça fonctionne dans les séances web diffusées. Voilà.
Moi, j'ai une question par Facebook. Mme Chabot qui veut savoir pourquoi est sortie dans les médias récemment pour dire que le projet de loi 66 pourrait augmenter les délais. Est-ce qu'on peut élaborer un peu là-dessus? Je voulais juste un instant dire qu'il est 13h13 et que nous sommes ouverts à rester jusqu'à 13h30, dans le sens que c'est encore actif. Donc, pour ceux qui veulent rester, vous pouvez rester. Pour ceux qui doivent retourner travailler, il n'y a pas de souci. Je voulais juste préciser ça. Et on vous remercie, ceux qui partent, d'avoir été présents parmi nous ce midi. Oui, vraiment. On est très, très heureux que vous ayez été aussi nombreux parce que notre objectif, c'est que vous soyez de plus en plus à mieux connaître nos travaux. Alors, pour la question, en fait, j'aimerais vous inviter à aller voir la lettre. En fait, c'est une lettre qui a été publiée plutôt le 16 octobre. Oui. Donc, ça fait un certain temps. Et je voudrais demander à mon équipe de la mettre sur le fil Facebook de l'événement. Ça détaille l'ensemble de... En fait, c'est que on s'est fait demander conseil. On a écrit une lettre et c'est cette lettre-là qui a été publiée à l'Assemblée nationale. En réalité, je crois que c'est le site de l'Assemblée nationale que nous allons mettre sur le fil Facebook. C'est là que vous trouverez la lettre qui a été mise publique dans le cadre. Et vous verrez le détail. En fait, je ne veux pas rentrer dans... C'est quand même compliqué, là, les différences de délai et qu'est-ce qui est arrivé entre avant et après. Alors, la lettre devrait pouvoir vous éclairer. Maintenant, une question de Mario Eppel. Est-ce que le BAP a déjà réfléchi à la possibilité que même de petites sommes d'argent puissent être versées éventuellement à des organisations à but non lucratif pour supporter la production d'un mémoire que pourrait demander un citoyen ou un petit groupe de citoyens qui n'a pas beaucoup de sous? Je pense que ça a déjà fait partie des discussions. À chaque fois qu'il y a un changement de loi, je crois que les groupes et les organismes ont fait des propositions en ce sens-là. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas la prérogative du BAP de faire ce choix. Alors, pour l'instant, c'est ça. Par contre, vous voyez que c'est un exercice volontaire de participer au BAP. Alors, si je vous donne juste un argumentaire là, parmi tant d'autres, c'est que si on finance tout le monde, on peut pas. L'équité pour le BAP, c'est super important. Alors, s'il y a une personne qui est financée, il faut financer tout le monde. Sinon, c'est un peu injuste qu'un citoyen ait accès à beaucoup d'informations, puis l'autre qui n'ait pas accès à beaucoup d'informations. Par contre, je vous dirais que la proposition de vous donner des formations de plus en plus précises sur comment vous préparer, c'est l'objectif. C'est dans le fond de vous enlever le fardeau là, de comprendre l'ensemble des documents puis de comprendre l'ensemble des éléments du BAP et vous donner des occasions d'échanger avec nous comme aujourd'hui pour aller chercher l'information qui vous manquerait. Et nous, en fonction des questions qu'on a reçues aujourd'hui, on va aussi améliorer notre documentation parce que ça nous donne un pouls un peu de ce qui est plus difficile à saisir. Oui. Il faut aussi savoir qu'on n'a pas de budget pour ça, malheureusement. Parce que c'est certain. Parce que c'est pas prévu en réalité, mais je sais qu'il y a des dispositions de cette nature-là au gouvernement fédéral, mais c'est pas la même réalité. Et ils n'ont pas autant d'audience publique. Au fédéral, il y a vraiment beaucoup moins d'audience publique que le BAP. Alors voilà. Moi, je vous dis ça, mais en réalité, je crois que c'est toujours un débat qui a lieu. Pour l'instant, c'est pas le cas. On a une autre question plutôt pointue sur un mandat en cours. Quelle est la prochaine étape pour celui des résidus miniers du lac Bloom? Je pense que je vais tout de suite vous diriger vers notre site Internet. Ce qui est intéressant, c'est que chaque mandat qui nous est confié a son site dédié, entre guillemets, sur le site général du BAP. Et il y a une ligne du temps qui vous permet de suivre exactement où on en est rendu dans ce dossier. Donc, en principe, je ne veux pas affirmer de choses mauvaises, mais j'ai l'impression que les séances publiques de l'audience sont terminées pour le lac Bloom. Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que les commissaires en sont à l'étape de la rédaction du rapport, qui sera suivi par le dépôt du rapport, et celui-ci sera publié. La date, je crois que vous l'avez nommée, la date finale du lac Bloom. Oui. Puis je vous inviterai, c'est ça aussi, en allant sur le site web, vous allez savoir, mais il y a aussi, je crois que la conseillère aux communications, c'est Alexandra Barbeau, c'est bien ça? Alors, c'est à elle que vous devriez diriger votre question parce que ça serait un peu dommage qu'on vous induise en erreur. On ne peut pas connaître tous les détails de chacun de nos dossiers. Et c'est le 18 février que se termine le mandat du lac Bloom. OK. Donc, 18 février, c'est la date à laquelle on soumet notre rapport et après, le ministre a 15 jours pour le rendre public. Je suggère, Mme Forget, qu'on retourne chez Karine Lavoie, voir s'il y a d'autres nouvelles questions par courriel, parce que pour Facebook, au moment où on se parle, c'est le calme plat.
Karine? Oui, alors Pierre, effectivement, je confirme qu'il y a une nouvelle question, cette fois-ci de M. Michel Lejeune. Sur quels critères s'appuie le ministère pour amorcer une analyse d'impact? Une analyse environnementale, peut-être plus? Oui. Dans le fond, le ministère de l'Environnement fait une analyse environnementale. Je ne peux pas répondre pour eux, malheureusement. Mais évidemment, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique fait partie de la communauté des professionnels très connaissants dans les études d'impact. Alors, ils s'adaptent aux mouvances et aux critiques du milieu. Alors, chacun des professionnels du ministère font potentiellement partie de l'ordre d'associations pour améliorer les pratiques en continu. C'est ce que je sais parce que je rencontre des fois les gens du ministère à travers l'Association québécoise des évaluations d'impact. Par contre, les techniques en tant que telles détaillées, je vous recommande d'écrire directement au ministère pour avoir une réponse plus détaillée et conforme que la mienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Karine? Pas pour l'instant, Pierre. Moi, j'aimerais peut-être amener un point sur une des questions qu'on a reçues, ou en tout cas en filigrane. Je voulais juste te dire que des fois, il y a des gens qui peuvent être insatisfaits d'un rapport du BAP parce que ce n'est pas exactement l'opinion que cette personne-là avait. Puis ça, je voulais dire que c'est normal. On ne peut pas avoir tous la même opinion. On ne prend pas tous la même perspective. Donc, comme on vous dit, le BAP prend une perspective très long terme. On n'est pas dans une logique politique. Alors, c'est possible qu'on n'ait pas la même opinion que le public. Et ça peut générer une insatisfaction. Par contre, si vous êtes insatisfait à cet égard-là, je vous dirais, je pense que c'est sain, dans le fond, d'avoir des opinions différentes et pour ça, je pense qu'il faut le valoriser. Par contre, si vous êtes insatisfait pour ne pas avoir eu une belle expérience dans nos audiences, ça, c'est important de nous écrire puis de nous en parler et de dire à quel égard vous n'avez pas eu une belle expérience pour qu'on puisse s'améliorer. D'ailleurs, on a un sondage à chaque fois on fait beaucoup de promotions pour avoir les réponses à notre sondage parce qu'on veut vraiment savoir à quel niveau on peut améliorer votre expérience. Je vous dirais qu'en général, les citoyens ont de très belles expériences. Parfois, on se fait même applaudir et ils n'ont pas le droit de nous applaudir. Ça ne donne pas plus d'avantages d'applaudir les commissaires que de ne pas les applaudir. Mais en général, les gens apprécient et trouvent que l'expérience est fascinante. Mais si vous n'avez pas une belle expérience, c'est important de nous écrire pour qu'on puisse savoir c'était quoi. Non. Et moi, je vous rappelle que nous allons aussi continuer de prendre vos questions par courriel, même une fois cet exercice terminé. On pourra aussi vous répondre de la même façon. Et pour les questions plus générales, nous pourrons les ajouter sur notre page Facebook à l'attention de tous ceux et celles pour que ça bénéficie à tout le monde, les réponses que nous donnerons aux questions que vous pourriez avoir. Alors, en ce qui me concerne, je n'ai plus de questions sur Facebook à vous soumettre, Mme Forget. Est-ce qu'on a eu des réponses à ma question? Sur, dans le fond, est-ce qu'ils ont trouvé l'information dont ils avaient besoin? Est-ce qu'il y a des améliorations proposées? En fait, on a beaucoup de remerciements pour la présentation. Les gens, je pense, l'ont apprécié. Ils nous encouragent à continuer dans la même voie. C'est le cas, entre autres, de quelqu'un qui travaille en urbanisme pour une municipalité du Bas-Saint-Laurent. Donc, il dit merci beaucoup pour cette présentation. Il y a beaucoup d'autres personnes qui nous remercient, d'autres qui nous disent de continuer à faire notre travail. Et parfait, on super. vous invite, nous, à nous soumettre vos questions si vous le souhaitez. Ça peut se faire par notre page Facebook. Ça peut se faire aussi en écrivant à communication@bap.gouv.qc.ca. Karine, une dernière vérification? Oui, Pierre. Alors, je confirme que de mon côté, il n'y a rien de nouveau. Mme Forget, voulez-vous ajouter quelque chose en guise de conclusion? Écoutez, moi, je vous remercie vraiment d'avoir été parmi nous. On est très satisfaits du nombre de personnes que vous étiez. Même si vous aviez été juste 20, on aurait été contents aussi. Et l'important, c'est de vous donner les outils dont vous avez besoin pour participer à nos travaux. J'espère que vous avez trouvé les réponses à certains de vos questionnements. Si vous en avez encore, ce que je comprends, étant donné qu'on est comme un groupe autour de l'événement, on va continuer à dialoguer dans le groupe de l'événement parce qu'on était ensemble à ce moment-là. Donc, si vous avez d'autres questions, vous continuez et nous, les réponses qu'on veut vous donner des précisions, on va les loger dans la discussion de l'événement.
Puis n'oubliez pas qu'il y aura aussi des rencontres préparatoires spécifiques à votre dossier. Donc, dès que c'est déclenché, assurez-vous de participer aux rencontres préparatoires pour avoir des détails plus sur votre dossier et vous pourrez donc aborder des choses plus précises avec votre équipe, avec l'équipe de commission. Voilà, merci beaucoup d'avoir passé l'heure du lunch avec moi et Pierre. Je laisse le dernier mot à Pierre. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que tu veux dire. Oui, bien en fait, pour un dossier en particulier, je vous invite à aller sur le site du ministère ou encore celui du BAP en fonction de l'avancement du dossier. Pour toute question et commentaire sur ce webinaire, écrivez-nous vos commentaires directement sur Facebook ou par courriel. Et nous sommes sérieux, on n'est pas parfait au BAP, vous le savez. On veut s'améliorer. Donc, pour améliorer notre prochain webinaire, bien, vos commentaires seront précieux et, je vous le promets, pris en considération. Merci beaucoup. Enfin, en mon nom personnel et au nom de tout le monde. Un joyeux Noël. Vraiment. Un bon temps des fêtes malgré tous les malgrés. Hein? Voilà, de cette année 2020, pas très facile. Et on souhaite une année plus facile peut-être à tous et à toutes pour 2021. Alors, Julie Forget, vice-présidente du Bureau d'audience publique sur l'environnement, merci infiniment. Merci. Et à tous, un très joyeux temps des fêtes. Au revoir. Merci.